Sur les champs de bataille de l'est de l'Ukraine, les forces russes doivent faire face à une nouvelle menace mortelle. Cette menace n'a pas besoin de nourriture, d'eau ou même d'oxygène, ne saigne pas lorsqu'elle est touchée, ne dort pas et ne peut pas être intimidée ou effrayée. Et cette menace grandit en nombre chaque jour. La menace, c'est l'armée de robots de l'Ukraine, et elle traque sans relâche les soldats russes. Alors que la 4e année de la guerre en Ukraine touche à sa fin, les systèmes militaires sans pilote de l'Ukraine sèment la mort et la destruction parmi les forces russes, depuis les airs et la mer. Mais désormais, sur les champs de bataille brûlés de l'est de l'Ukraine, les drones terrestres deviennent une composante de plus en plus importante et influente des opérations militaires ukrainiennes. Voici donc comment l'Ukraine intègre les drones terrestres dans son armée, et pourquoi cela fait une différence décisive en Ukraine, et probablement bien au-delà. Les commandants militaires ont longtemps rêvé d'avoir une armée sans pilote à leur disposition. Les avantages sont évidents. Les systèmes sans pilote sont une solution idéale chaque fois que certaines opérations rendent l'utilisation d'opérateurs humains trop contraignantes, dangereuses, coûteuses ou impossibles. Des tâches comme la livraison de munitions et de ravitaillement aux positions de première ligne sous un feu nourri, l'évacuation des morts et des blessés, la reconnaissance et la pose de mines ont toujours été extrêmement dangereuses pour les humains. Et c'est particulièrement vrai sur les champs de bataille de l'est de l'Ukraine, où l'omniprésence de drones kamikazes survolant la zone rend tout mouvement potentiellement mortel. Pour l'Ukraine, les drones terrestres offrent aussi une solution viable et économique pour combler les manques sur le front dus à une grave pénurie de effectifs. Comme l'a résumé sans détour le titre d'un récent article du New York Times, l'Ukraine ne peut pas défendre l'ensemble du front. La Russie trouve les failles. Les drones terrestres permettent à l'Ukraine de combler les brèches et de causer de nouveaux soucis à l'armée russe. En plus de l'utilisation massive de drones aériens et de drones sous-marins, la Russie comme l'Ukraine expérimentent les drones terrestres depuis les premiers stades de la guerre. Mais en Ukraine, leur utilisation s'est vraiment accélérée après la création des forces des systèmes sans pilote, ou USF, en février 2024. L'USF est la première branche militaire au monde dédiée exclusivement aux systèmes sans pilote, couvrant les domaines aériens, terrestres et maritimes. Selon leur site web, rien qu'en janvier 2026, l'USF a frappé 27 762 cibles, en a détruit 10 216, a tué 4 885 soldats russes et en a blessé 4 496 autres. La plupart de ces destructions ont été causées par des drones aériens, mais les véhicules terrestres sans pilote jouent un rôle croissant avec l'augmentation de leur usage et diversité. Au départ, l'Ukraine utilisait principalement les véhicules terrestres sans pilote pour la logistique et les évacuations médicales, accumulant environ 15 000 systèmes UGV de différents types à la fin de 2025. Ces systèmes prennent désormais en charge un pourcentage croissant des besoins logistiques de première ligne de l'Ukraine. Selon Yuri Poritsky, PDG de DevDroid, une entreprise ukrainienne qui développe des véhicules terrestres sans pilote et des modules de combat, tout comme pour les drones kamikazes, le scepticisme initial envers les UGV a laissé place à des appels du type « Moi aussi, j'en veux un ». Au départ, les véhicules terrestres sans pilote étaient moqués par les soldats ukrainiens, car les robots, très lents, étaient toujours dépassés par les pick-up. Mais cela, c'était avant que la division d'élite des drones russes, Rubicon, n'entre en scène, ciblant en particulier la flotte de pick-up que l'Ukraine utilise couramment pour acheminer des fournitures vers le front. À mesure que les véhicules terrestres sans pilote passaient lentement devant les carcasses de pick-up brûlées pour livrer des fournitures, les mentalités ont évolué. Et maintenant, comme le dit Poritsky, tout le monde veut un véhicule terrestre sans pilote. Personne ne veut transporter des munitions dans un pick-up qui pourrait être la prochaine cible des drones FPV. Aujourd'hui, l'Ukraine utilise divers véhicules terrestres sans pilote dédiés à la logistique. Le Termite, par exemple, est un véhicule terrestre sans pilote à chenilles, avec un design surbaissé pour une mobilité tout-terrain. Il peut transporter des charges allant jusqu'à 200 kg, dispose d'une autonomie de 12 heures, ou 80 km, et il est résistant au brouillage, un facteur crucial sur les lignes de front saturées de guerre électronique. Le Muraka est l'un des principaux véhicules terrestres sans pilote à chenilles d'Ukraine, apprécié pour sa capacité de charge et sa résilience au combat.
Il peut transporter plus de 500 kg sur des dizaines de kilomètres, y compris dans des zones minées exposées à l'artillerie, et possède une communication multicanale résistante au brouillage. Encore plus grand et plus robuste, il y a le Protector. Conçu comme une bête de somme logistique de première ligne, il peut transporter jusqu'à 1200 kg de matériel lourd, comme des munitions, des systèmes de mortiers et des matériaux de construction. Avec un moteur diesel et un châssis à roues 4x4, il peut franchir de l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur et se déplacer jusqu'à 65 km/h. Nous verrons plus tard qu'il peut aussi disposer d'une puissance de feu importante. Les analyses détaillées sur les UGV ukrainiens et autres technologies militaires innovantes, c'est notre spécialité dans l'émission militaire. Pour suivre l'actualité militaire et en comprendre les enjeux, cliquez sur le bouton d'abonnement. Vous ne le regretterez pas. Et en parlant des UGV ukrainiens, en plus de ces systèmes produits localement, l'Ukraine dispose également d'UGV en service fournis par des nations partenaires. L'Estonie, par exemple, a fourni au moins 150 systèmes UGV Themis produits par Milrem Robotics et livrés avec l'aide d'un financement néerlandais. La charge utile varie selon la configuration, avec un maximum d'environ 1650. Tant le thermite que le Themis sont également utilisés pour les évacuations médicales, aux côtés d'UGV plus spécialisés pour cette tâche. Cela inclut le MOL, développé par le 1er bataillon médical autonome pour l'évacuation blindée à grande vitesse sous le feu. Capable d'atteindre jusqu'à 70 km/h, il aurait réussi à évacuer des soldats blessés malgré des explosions de mines et des attaques de drones. Ces systèmes UGV et d'autres ont indéniablement fait une différence en sauvant des vies sur le champ de bataille. D'une part, ils permettent aux soldats de rester dans le combat, même au cœur des zones mortelles, en les approvisionnant en fournitures essentielles et en aidant à évacuer les blessés vers les soins nécessaires rapidement. D'autre part, ils réduisent le risque pour les humains, qui auraient dû accomplir ces tâches en l'absence de robots. Mais la véritable innovation et la plus grande valeur pour l'Ukraine résidant dans l'utilisation croissante des UGV pour des opérations de combat réelles, en tant que soldats robotiques, mitrailleuses, poseurs de mines terrestres, et artillerie. La demande principale des troupes en première ligne est de remplacer les fantassins dans les tranchées, surtout lors des opérations les plus risquées. Prenez par exemple l'utilisation d'un lance-grenade MK-19, une arme courante chez les Ukrainiens sur la ligne de front. Tout d'abord, le lance-grenade doit être démonté et transporté, avec les munitions, jusqu'à la position de tir. C'est une tâche lente et dangereuse, car le groupe qui transporte le lance-grenade peut facilement être repéré par les drones russes et anéanti en chemin. Un UGV transportant un MK-19 élimine ce risque, transportant tout sans effort en une seule fois et arrivant prêt à combattre. Les UGV pourraient également être décisifs pour contrer les tactiques russes actuelles, qui consistent à avancer en grand nombre, mais en se divisant en petits groupes pour repérer les failles dans les défenses ukrainiennes et disperser ces forces d'infanterie limitées. La rapidité, c'est le facteur décisif pour les contrer, obligeant les forces ukrainiennes à prendre rapidement de nouvelles positions. Ces nouvelles positions nécessitent un camouflage avant de pouvoir être occupées efficacement. Mais cela prend du temps, ce qui ralentit la vitesse de réaction et expose les soldats aux attaques de drones, pendant que le camouflage est installé. Un UGV armé, en revanche, peut ouvrir le feu instantanément. Et même s'il est touché, son opérateur reste indemne puisqu'il contrôle l'UGV à une distance relativement sûre. Mais malgré toute cette technologie, il y a un inconvénient majeur avec les UGV. Le défi consiste à fabriquer des robots capables de combattre, même approximativement, à égalité avec l'infanterie. Ce défi n'est pas facile, mais les ingénieurs ukrainiens s'efforcent de le relever. C'est un travail en cours, avec des essais et des modifications permanents pour améliorer les performances, en fonction de l'expérience acquise sur le champ de bataille. Seuls 5 des 13 fabricants ont réussi un récent test de tir réel organisé par la 3e brigade d'assaut ukrainienne et l'Institut de l'île des Serpents. Malgré ces défis, cependant, certains modèles sont déjà engagés dans des combats actifs et donnent des résultats constants. Et grâce à une coopération directe avec l'armée, les développeurs affinent les plateformes et les équipent pour gérer de nouvelles armes. Alors, quels types d'armes sont installées sur les drones terrestres et quels sont les défis liés à leur montage? À l'heure actuelle, les armes les plus couramment utilisées sur les UGV sont les mitrailleuses de gros calibre. Ici, selon Poritsky, le principal défi est de préserver la conception originale de l'arme. Pour être efficace,
La plateforme doit permettre à la mitrailleuse de fonctionner sans modification. Dans sa configuration de base, les ingénieurs utilisent des supports de transition pour fixer la mitrailleuse, sans affecter la structure du drone terrestre, ce qui permet de changer rapidement d'arme sur le module. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non ? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégée contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/discount et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque, ou utilisez le code discount lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. La seule modification mécanique est l'ajout d'une gâchette électrique pour une utilisation à distance, la tourelle étant contrôlée par des moteurs et actionneurs électriques. Dans les configurations avancées, un logiciel spécialisé transforme une mitrailleuse ordinaire en une arme de haute précision. Les développeurs adaptent les calculs balistiques pour chaque système en fonction de la distance, du type de munition, du vent et de la vitesse angulaire de la cible. Les munitions sont suivies automatiquement, permettant aux opérateurs de toujours connaître le nombre de cartouches restantes. Ce logiciel utilise également des modules basés sur l'IA qui identifient les ennemis grâce au mouvement et aux signatures thermiques. Ces modules peuvent suivre les cibles de manière autonome, mais le tir est contrôlé par un humain pour éviter les tirs amis. En tant que commandant de la compagnie de drones terrestres NC-13 de la 3e brigade d'assaut, connue sous le nom de COR, Makar a déclaré au site Ukrainska Pravda: « Nous utilisons l'intelligence artificielle dans les modules de combat et la vision par ordinateur pour soutenir la patrouille et la détection des cibles. Une fois qu'un secteur ou un angle est défini, la tourelle patrouille automatiquement. Lorsqu'elle détecte un objet en mouvement ou une signature thermique, elle commence à suivre la cible et alerte l'opérateur. Regardez, quelqu'un arrive. » Ces fonctionnalités auxiliaires se révèlent déjà utiles pour les opérateurs. L'IA aide également à compenser les limites des signaux peu fiables pour le contrôle des drones terrestres. Selon le commandant de l'unité de drones terrestres, l'unité Abakartia, du 2e corps de la garde nationale d'Ukraine, identifiée comme mathématique, la communication électronique avec les drones terrestres est l'une des principales limites de la technologie, avec la mécanique. Le fonctionnement mécanique du canon présente des problèmes que, à ce stade, l'IA ne peut pas résoudre. Une cartouche coincée demande une intervention humaine pour la débloquer, rendant le drone terrestre inutilisable jusque-là. Bien que les ingénieurs aient commencé à installer des systèmes de rechargement à distance sur certains drones terrestres ukrainiens pour réduire le risque, pour l'instant, une préparation méticuleuse des armes avant le combat reste la seule solution pour les autres. Quant à la mitrailleuse elle-même, le choix est en grande partie dicté par la disponibilité des munitions. Le choix le plus courant est la Browning M2 fabriquée aux États-Unis, chambrée pour des munitions 50 BMG. Celles-ci sont régulièrement fournies par les partenaires de Kiev, au point qu'elles sont plus répandues parmi les forces armées ukrainiennes que les stocks d'alternatives de l'époque soviétique que l'Ukraine a hérité lors de son indépendance. Même si la M2 demande une tourelle renforcée et des amortisseurs rigides pour gérer son recul, elle est prisée pour sa portée et sa pénétration du blindage. Cependant, lorsque ces armes de 12,7 mm viennent à manquer, l'Ukraine a également pris l'habitude de monter des mitrailleuses de 7,62 mm, comme la PKM russe, ou la M240 belge. L'Ukraine utilise également parfois des PKMT russes, montés sur des chars, qui sont souvent récupérés sur des véhicules blindés endommagés. En plus de la puissance destructrice de ces mitrailleuses lourdes, elles ont également un impact psychologique important sur les forces de première ligne russes. Poritsky résume la situation.
Quand l'ennemi entend une mitrailleuse lourde, il pense aussitôt qu'il y a du matériel lourd à proximité. Il sait qu'aucun soldat ordinaire ne peut porter une arme de 50 kg. Si des unités ennemies se cachent dans les bâtiments, elles deviennent nerveuses, sachant qu'elles seront tôt ou tard anéanties et doivent fuir. Sur les interceptions, nos combattants ont même entendu l'ennemi signaler « De gros véhicules blindés nous attaquent », alors qu'en réalité, il ne s'agissait que d'un robot terrestre camouflé qui frappait systématiquement les cibles. Comme déjà indiqué, les lance-grenades automatiques conviennent parfaitement aux véhicules terrestres sans pilote. Contrairement aux mitrailleuses, ils peuvent atteindre des cibles depuis des positions couvertes, en tirant au-delà de leur ligne de mire. Cependant, l'intégration de lance-grenades est plus complexe que l'installation de mitrailleuses, en raison de leur poids et de leur recul. Le MK-19, fabriqué aux États-Unis, pèse 35 kg, soit presque le double des 30 et 1 kg de l'AGS-17 soviétique. Le recul de ces lanceurs lourds peut déstabiliser les plateformes plus légères, donc les drones terrestres qui les utilisent nécessitent des moteurs électriques puissants et des actionneurs robustes. De plus, tirer en mouvement nécessite des systèmes de stabilisation pour compenser les vibrations. Et selon Makar, aucun module de lance-grenades automatique actuellement sur le marché ne possède cette capacité. Et ce n'est pas seulement la physique du drone terrestre qui lui donne un avantage. Le logiciel des tourelles de lance-grenades ukrainiennes leur donne aussi un avantage sur les modèles opérés par des humains. Le logiciel, comme le module WAL-40 couramment utilisé, réagit plus rapidement qu'un opérateur humain, calculant automatiquement l'angle d'élévation du canon nécessaire pour atteindre une cible. Makar déclare « La tourelle peut être positionnée dans une zone boisée ou en terrain découvert, tandis que le soldat reste à l'abri et la contrôle à distance. Pour les lance-grenades, le système permet de mémoriser entre 10 et 15 cibles. Vous pouvez définir les limites d'une zone boisée, et si de l'infanterie s'y déplace, la tourelle engagera indépendamment les cibles dans cette zone en suivant un schéma en zigzag. Cela simplifie vraiment la visée. Une fois que la tourelle est en position, vous entrez les coordonnées, et elle verrouille la cible en une fraction de seconde et tire avec précision. Parce que les opérateurs du GV ne peuvent pas voir directement une cible au-delà de la ligne de vue. La plateforme et la tourelle s'appuyant sur un système complexe de 4 à 5 capteurs, comprenant des compas, des gyroscopes et des antennes GPS. Si le GPS est brouillé, le système le détecte et passe à des méthodes alternatives pour déterminer sa position. Cependant, il reste encore quelques problèmes sérieux à surmonter. Comme pour les mitrailleuses, l'alimentation en munitions est l'unité la plus complexe mécaniquement sur les UGV lance-grenades, et il n'existe actuellement aucune technologie largement disponible pour le remplacement automatique des boîtes de grenades. Cela implique d'envoyer des humains dans des missions dangereuses pour réparer ou extraire un UGV en cas de panne d'alimentation. La vibration est également un problème, même sur les plateformes plus grandes qui peuvent supporter le poids et le recul des lance-grenades lourds. Les vibrations desserrent les boulons et endommagent l'électronique. Donc, après chaque mission, les équipes doivent inspecter l'équipement et resserrer méticuleusement toutes les connexions. Mais en dehors de ces problèmes techniques, que les ingénieurs ukrainiens surmontent progressivement, on peut dire que le plus grand défi auquel l'Ukraine est confrontée pour déployer des UGV de combat à grande échelle, ce sont les tactiques. Essentiellement, coordonner des opérations avec des forces sans pilote, seules ou en combinaison avec des forces humaines, est une toute autre affaire que de coordonner des attaques uniquement humaines, et l'Ukraine est obligée de trouver des solutions en temps réel sur le terrain. Bien que les premières expériences avec des systèmes sans pilote télécommandés remontent au début du XXe siècle, et que les drones soient un phénomène en croissance depuis des décennies, la guerre en Ukraine est vraiment la première fois que les UGV sont utilisés à une telle échelle. Il n'existe aucune doctrine militaire établie, en Ukraine ou ailleurs, permettant d'en tirer les meilleures pratiques. Les troupes ukrainiennes disent que les procédures de planification du combat d'infanterie sont appliquées aux robots de combat, mais coordonner une attaque qui les inclut est plus difficile que de commander uniquement des forces humaines. Dans une certaine mesure, selon Matamartic, c'est un problème de commandement et de contrôle. En raison de la nouveauté de la technologie, l'état-major déploie les véhicules terrestres de combat sans équipage, sans toujours considérer leurs limites techniques. Il recherche des experts en véhicules terrestres, sans équipage, pour adapter les missions aux capacités réelles, ce qui complique la planification et augmente les exigences pour les officiers. Ainsi, pendant cette période où les équipages et les commandants acquièrent directement l'expertise et l'expérience nécessaires, la coordination des robots lors d'assauts rapides continuera probablement à représenter une courbe d'apprentissage assez abrupte. Cependant, des progrès rapides sont réalisés.
Selon Matamartic, le problème vient des expériences et points de vue variés des unités, rendant difficile l'unification rapide des procédures sous une norme. Tout ne peut pas se faire simultanément. Mais je pense que d'ici l'année prochaine, cela va s'accélérer et nous aurons une compréhension claire des normes. Qui utilise les drones terrestres, où et comment? Selon lui, les robots de combat terrestres opèrent déjà à plus d'1,5 km des positions ennemies et montrent leur plus grande utilité lors des opérations défensives. Ils soutiennent ou remplacent l'infanterie, aidant à tenir les positions avec moins de personnel et réduisant le risque pour les soldats. Disposés en couches, les drones terrestres armés créent un système de feu dense et difficile à percer. Les grandes plateformes sont généralement positionnées sur la 2e ou la 3e ligne par rapport à la zone de combat immédiate afin de les protéger des drones FPV russes, qui représentent leur principale menace. Enfouis dans ces positions, ils servent de point d'observation et de tir à distance. Ils peuvent attendre des jours sans nourriture, eau, sommeil ni pause toilette, tout en détectant et suivant automatiquement les cibles. Ainsi, un seul opérateur peut contrôler 3 à 4 secteurs à la fois depuis un abri sécurisé. Cependant, alors que de telles tactiques défensives pour les drones terrestres sont désormais bien établies, les tactiques pour les attaques de robots sont encore en train de se développer. Les opérations offensives sont bien plus complexes que les opérations défensives. Pour l'instant, leur rôle le plus efficace est lors des opérations de reconnaissance en force, où les robots avancent, sans personnel, pour attirer les tirs ennemis. Lors de l'assaut, ils servent de bouclier contre les tirs ou d'éléments d'escorte clouant l'ennemi sur place. Macar en donne un exemple révélateur. Nous avons organisé une opération avec des robots terrestres, assurant le soutien feu principal au groupe d'assaut. L'organisation était complète. 2 robots kamikazes transportant des mines, mon 90 un module de combat armé d'un lance-grenade MK-19 et une plateforme d'évacuation. Le premier robot kamikaze a fait exploser la position ennemie avant le début de l'assaut. Le deuxième s'est déplacé parallèlement à l'infanterie à travers le champ, et sur ordre, a attaqué l'ennemi aux coordonnées fournies pendant le combat. Le module de lance-grenade a fourni une couverture en terrain découvert pendant que nos gars avançaient. Le robot a tiré toute sa charge de munitions avec précision sur la cible. Malheureusement, nous avons perdu un soldat à cause d'un tir d'artillerie. Dès que la zone a été sécurisée, le robot logistique est intervenu et a évacué le corps. Cet exemple prouve que les robots sont capables de soutenir efficacement les assauts, de détruire les fortifications et les effectifs ennemis avant le début du combat rapproché. Dans un autre exemple célèbre, un robot kamikaze a forcé des combattants russes à se rendre en menaçant de faire exploser leur position. L'Ukraine introduit maintenant des plateformes de combat plus puissantes, transportant plus de munitions et des modules plus lourds, fonctionnant davantage comme un véhicule de combat d'infanterie qu'un simple fantassin équipé d'une mitrailleuse ou d'un lance-grenade. Ces robots lourds incluent les modèles mentionnés précédemment, Protector et T-Sept Sense Browning, tous deux capables de transporter environ 700 kg, ainsi que le Vatag, qui peut transporter jusqu'à 2000 kg. Le T-Sept Sense Browning est équipé de 2 mitrailleuses, une Browning M2 de 12,7 mm et une PKT de 7,62 mm. Le Vatag a été développé pour le canon Bushmaster de 25 mm, le même utilisé par le véhicule de combat d'infanterie Bradley fabriqué aux États-Unis. Son concepteur affirme que le châssis peut même transporter une charge complète de 40 roquettes pour des systèmes de lance-roquettes multiples de grande capacité. Mais ce n'est pas tout. Les développeurs ukrainiens créent des répéteurs et plateformes pour transporter et déployer de petits drones kamikazes. Également des missiles anti-chars sur véhicules terrestres sans pilote, des systèmes de défense aérienne portables, des canons automatiques et des lance-roquettes lance-flammes. Une armée de robots totalement automatisés reste lointaine, mais les véhicules terrestres sans pilote aident déjà l'Ukraine à rééquilibrer les forces humaines. Comme le dit Poritsky, nous n'avons pas assez de monde. Les Russes envoient leurs hommes à la boucherie. Nous envoyons des robots à la casse. Nous attaquons avec eux, les perdons, mais échangeons argent et métal contre la troupe ennemie. Avec la Russie et de nombreux autres pays qui se lancent également à toute vitesse dans le développement des UGV, il est probable qu'il y aura d'énormes avancées dans ce domaine dans un avenir proche. Pendant des années, les experts ont prédit que les batailles du futur ne seraient pas menées par des hommes et des femmes, mais par des machines. Des armées entières de drones, de robots et de véhicules sans pilote mèneront la guerre, tandis que les opérateurs humains resteront en relative sécurité, à des kilomètres derrière le champ de bataille. En Ukraine, nous avons déjà un aperçu de ces scènes dignes de la science-fiction. Tout le long des lignes de front,
Les escouades d'assaut russes se précipitent au combat, s'attendant à trouver des soldats ukrainiens sur leur chemin. Mais ce qui les attend à la place est bien pire. Des ennemis faits non pas de chair et d'os, mais d'acier froid et dur. Voici l'armée de robots de l'Ukraine, et elle devient chaque jour plus grande, plus forte et plus intelligente. Bien que l'idée de robots militaires semble venir du futur, c'est un concept qui existe en réalité depuis plus d'un siècle. En 1915 par exemple, la France a créé les premiers prototypes de drones robotiques explosifs au monde, en mettant 20 d'entre eux en service auprès de la deuxième armée française. Dans les années 1930, l'URSS s'est lancée dans la création du Télétank, un char télécommandé équipé de sa propre mitrailleuse. Ces premiers exemples de véhicules terrestres sans équipage, ou UGV, ou encore de robots blindés, ont été déployés aussi bien pendant la guerre d'hiver entre l'URSS et la Finlande, qu'au premier stade de la guerre germano-soviétique en 1941. À peu près à la même époque, le Royaume-Uni a également créé son propre char d'infanterie télécommandé par radio, portant le nom de code Black Prince. Et d'autres forces armées, au cours de l'histoire, ont exploré l'idée de construire des véhicules militaires blindés capables de fonctionner sans aucun pilote ou équipage humain à bord. Mais bien souvent, au fil des décennies, ces projets se sont révélés trop coûteux ou trop compliqués pour que les pays puissent les poursuivre. Mais aujourd'hui, les avancées technologiques ont rendu la fabrication et le déploiement en masse de robots blindés beaucoup plus réalisables pour les armées, et l'Ukraine montre l'exemple. Au début de la guerre, les UGV ou complexes robotiques terrestres, comme on les appelle en Ukraine, ont commencé à apparaître en petit nombre. Beaucoup de ces premiers modèles étaient importés d'autres pays, mais les meilleurs stratèges militaires ukrainiens ont rapidement compris à quel point ils pouvaient être précieux dans la lutte contre la Russie, et ont chargé leurs propres équipes de développer des modèles nationaux. Quelques années plus tard, l'Ukraine produit désormais presque tous ses propres UGV. En fait, un rapport de Jamestown a révélé que 99% de tous les robots blindés utilisés par l'armée ukrainienne sont également produits en Ukraine, et la production a augmenté de façon incroyablement rapide. En 2024, par exemple, l'Ukraine ne disposait que de quelques centaines de ces robots. Pour 2025, elle s'est fixé un objectif de production de 15 000 unités. Ce chiffre est passé à 20 000 en 2026, et il ne s'agit pas seulement de quantité, mais aussi de variété. Au début de la guerre, l'Ukraine ne disposait que de quelques types de robots différents, chacun ayant ses propres spécifications techniques, ses points forts, ses faiblesses et ses cas d'utilisation idéaux. Aujourd'hui, il existe plus de 200 modèles produits par environ 40 fabricants ukrainiens différents. C'est inestimable, car cela offre à l'armée ukrainienne beaucoup plus d'options à utiliser pour des missions, des conditions et des tâches variées. Certains peuvent être mieux adaptés que d'autres, pour défendre des positions fortifiées, par exemple, et nous examinerons un exemple de cela plus tard. D'autres excellent dans des tâches telles que le balayage, la reconnaissance ou la surveillance. Plus cette armée de robots devient grande et diversifiée, plus l'Ukraine pourra compter sur ses véhicules terrestres sans pilote pour accomplir des tâches et tenir la ligne dans le combat contre la Russie. Cela devrait à son tour aider à minimiser le nombre de pertes inutiles, en préservant le personnel ukrainien pour d'autres objectifs ou de plus grandes batailles à venir. Il y a 3 raisons pour lesquelles la montée en puissance des robots en Ukraine a été si rapide. Premièrement, ce pays ne traîne pas lorsqu'il s'agit de développement militaire. Il n'en a pas le luxe. Il est coincé au milieu d'un conflit dynamique et en évolution rapide, et il a besoin de toute l'aide possible dès que possible. Alors que d'autres pays peuvent passer des semaines ou des mois à préparer le terrain pour leurs prochaines innovations militaires, suivies d'années de prototypage et d'ajustement de leur conception. L'Ukraine a besoin que ses entreprises de défense et ses sous-traitants livrent des résultats rapidement. Nous avons déjà vu cela ailleurs. Les fabricants de drones ukrainiens, par exemple, sortent régulièrement de nouveaux modèles et de nouvelles conceptions. Le pays a également accéléré le développement de nouveaux missiles et de systèmes de défense aérienne. Ils ne fonctionnent pas tous comme prévu, et certains pourraient sans aucun doute bénéficier d'un peu plus de temps de développement. Mais certains se sont révélés très efficaces, et en éliminant la bureaucratie qui retarde et perturbe habituellement ce genre de projet, l'Ukraine a pu équiper ses forces armées avec des armes plus performantes et plus puissantes au fur et à mesure que la guerre avançait. La deuxième raison peut se résumer en un seul mot: coopération. Dans beaucoup d'armées,
Une séparation claire existe entre industriels de la défense et troupes de première ligne. Les industriels ont parfois certaines idées en tête qui ne correspondent tout simplement pas aux espoirs et aux attentes des vrais soldats sur le terrain. Cela peut alors conduire à des situations où des entreprises créent de nouvelles armes, de nouveaux véhicules ou équipements qui en réalité gênent davantage les troupes qu'ils ne les aident. L'Ukraine fait les choses différemment. Elle comble le fossé entre les fabricants et les soldats, encourageant les troupes à partager directement leurs réflexions, retours et idées avec les entreprises de défense, afin de leur faire savoir exactement ce dont elles ont besoin. Il appartient alors aux entreprises de créer des produits répondant à ces besoins. En intégrant les retours réels des soldats dans leurs décisions de conception, ils peuvent déployer des armes et des systèmes qui ont beaucoup plus de chances d'obtenir des résultats dans des conditions de combat réelles, plutôt que de simplement bien paraître dans des salles d'exposition et des démonstrations technologiques. Comme le dit Maxime Vassilchenko, copropriétaire et PDG du sous-traitant en robotique Tencorp, l'Ukraine fonctionne en mode R&D de temps de guerre, avec des retours directs du front, sans bureaucratie, et en se concentrant sur ce qui fonctionne. Ici, des décisions prises ailleurs en mois le sont en quelques jours. De plus, le gouvernement, les bénévoles et le secteur privé collaborent étroitement, et les utilisateurs finaux, les soldats, sont également impliqués dès le premier jour. Encore une fois, cette même philosophie a été observée ailleurs, comme dans l'industrie des drones en Ukraine, où les fabricants sont toujours en contact avec les escadrons de soldats, pour comprendre ce dont ils ont besoin, et quelles améliorations ou modifications ils aimeraient voir sur les modèles existants. La troisième et dernière raison derrière l'évolution rapide de l'armée de robots ukrainienne est, tout simplement, que les robots ne sont en réalité pas si difficiles à fabriquer, du moins pas comparés à d'autres types de véhicules militaires. Contrairement aux chars et véhicules de transport, qui nécessitent une taille suffisante pour l'équipage et l'équipement, les robots blindés ont des conceptions bien plus compactes. Ils n'ont pas besoin d'espace pour l'équipage ni de cockpit, ce qui libère de l'espace et simplifie la conception et la fabrication. En effet, beaucoup de robots militaires ukrainiens ont à peu près la même taille que des chariots de supermarché ou des voiturettes de golf, et ils peuvent être facilement assemblés à partir de composants commerciaux simples, avec des armes militaires comme des mitrailleuses de 7,62 mm ou de calibre 50 ajoutées sur le dessus. Leur prix n'est pas prohibitif non plus. Certains de ces robots ne coûtent que 5 000 $, tandis que d'autres atteignent des dizaines de milliers. Même les modèles les plus chers sont loin des sommes à 6 ou 7 chiffres nécessaires pour les chars et les véhicules blindés d'infanterie haut de gamme. Grâce à ces mesures de développement intelligents et abordables, l'Ukraine est capable d'amasser, d'élargir et de diversifier ses forces robotiques à un rythme rapide. Comparez cela aux États-Unis, et les différences sont évidentes. Bien qu'ils disposent de loin du plus grand budget militaire au monde et d'une force militaire qui dépasse largement celle de l'Ukraine ou de toute autre nation sur Terre, les États-Unis ont eu du mal à constituer une véritable force robotique. Dans les années 80, ils ont testé un véhicule télécommandé appelé le Prowler, qui était équipé de mitrailleuses. Plus tard dans la même décennie, la plateforme mobile anti-blindage téléopéré a également été testée, capable de lancer des missiles anti-chars sans qu'un opérateur humain ne soit à bord. Aucun de ces projets n'a abouti. Plus récemment, les États-Unis ont développé le Special Weapons Observation Reconnaissance Detection System, appelé SWORDS, des robots armés, dont quelques-uns ont été déployés en Irak en 2007, mais ils n'ont en réalité pas participé au combat. L'armée a cessé de financer le programme SWORDS peu de temps après cela. L'armée américaine a tout de même conçu et développé une gamme de petits robots, ainsi que des stations d'armes télécommandées. Mais elle a eu du mal à combiner ces deux concepts pour créer de véritables véhicules terrestres sans équipage capables d'affronter un ennemi au combat. Et même l'un des programmes les plus récents, le programme de véhicules de combat robotisés de l'armée américaine, a récemment été abandonné en raison de coûts élevés, laissant les forces américaines toujours en difficulté pour se procurer des robots, réellement prêts à combattre. Pendant ce temps, en Ukraine, des robots les combattent déjà, et ils font d'ailleurs un travail assez remarquable. Mais avant d'en arriver là, si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir plus souvent, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Nous expliquons les choses de cette façon chaque semaine. Construire une armée de robots est une chose, mais l'utiliser efficacement est un tout autre défi. Après tout, il s'agit encore d'une technologie très récente, et même l'armée ukrainienne n'a pas beaucoup d'expérience dans son utilisation.
Ces soldats ont dû s'adapter sur le tas, apprendre au fur et à mesure et découvrir les meilleures façons de tirer parti de leurs nouveaux alliés métalliques. Mais il ne leur a pas fallu longtemps pour obtenir des résultats très impressionnants. En 2024, nous avons vu la toute première vidéo d'un robot terrestre armé menant une attaque ukrainienne contre des positions russes. Jusqu'à ce moment-là, les robots terrestres n'avaient vraiment été utilisés que pour des attaques kamikazes ou la pose de mines, mais cela a prouvé qu'ils pouvaient assumer d'autres rôles. Combattant non seulement aux côtés des soldats humains, mais en menant la ligne devant eux, attirant l'attention de l'ennemi et ouvrant la voie pour que d'autres troupes puissent suivre derrière. Le robot en question était un robot terrestre, l'AIUT-20, un véhicule de 300 kg, soit 660 livres, équipé d'une mitrailleuse PKT. Celle-ci peut tirer avec une excellente précision à des distances allant jusqu'à 800 mètres, soit 2625 pieds, protégé par un blindage en plaque d'acier. Le Lyut, comme d'autres robots blindés ukrainiens, est suffisamment robuste pour résister aux tirs d'armes légères. À un moment de la vidéo, on le voit même passer directement sur des mines anti-chars qui n'ont pas explosé. Nous voyons également des soldats russes lancer ce qui semble être des grenades propulsées par roquettes, des RPG sur le robot, et pourtant il reste opérationnel, même après avoir essuyé plusieurs impacts et frôlé la destruction. À la fin de la vidéo, on voit des soldats russes fuir leurs tranchées, s'enfuyant pour sauver leur vie devant un robot qui semble presque impossible à arrêter, comme dans une scène de film de science-fiction. Depuis lors, de nombreux autres cas enregistrés montrent que les robots ukrainiens repoussent les assauts russes et ripostent contre la machine de guerre du Kremlin. En juillet 2025 par exemple, dans un exploit historique et inédit au monde, la 3e brigade ukrainienne a réussi à capturer des soldats russes en utilisant une force d'assaut composée uniquement de drones et de robots. Selon une déclaration détaillée publiée à l'époque, la brigade a utilisé des drones kamikazes et des véhicules terrestres robotisés pour détruire une série de bunkers russes dans la région de Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine. Au moment où un autre robot se préparait à détruire une autre fortification russe endommagée, les soldats russes restants, cachés à l'intérieur, ont compris qu'ils n'avaient que 2 options, la mort ou la reddition. Tentant leur chance, ils sont sortis les mains en l'air, moment où ils ont été rapidement escortés hors de la zone de combat par des drones et placés en détention par l'armée ukrainienne. C'était un exploit remarquable. C'était la première preuve claire et irréfutable que des robots blindés pouvaient emmener des missions entières et atteindre des objectifs importants par eux-mêmes, sans aucun risque de pertes humaines parmi les soldats. En novembre 2025, nous avons eu un nouvel aperçu des robots ukrainiens en action lorsqu'une vidéo a été publiée montrant un robot tirant sur un transport de troupes russes MTLB. Selon les rapports, les troupes ukrainiennes étaient simplement en train de tester leur robot à ce moment-là, non loin de la ligne de front, lorsqu'elles sont tombées sur le véhicule russe. Saisissant l'occasion de voir ce que le robot pouvait faire dans des conditions de combat réelles, l'équipage du robot a ouvert le feu. Les Russes semblaient ne pas comprendre ce qui les avait frappés. Seulement 1 mois plus tard, d'autres images sont apparues, démontrant les capacités défensives de l'armée de robots. Selon une déclaration détaillée sur Telegram du 3e corps d'armée ukrainien, un seul robot terrestre sans équipage, le droid TW-12,7, a réussi à tenir une position défensive tout seul pendant 45 jours d'affilée, ce qui est incroyable. Équipé d'une mitrailleuse de calibre 12,7, le véhicule terrestre sans pilote a pris position dans des zones de front très disputées, utilisant son arme pour repousser les avancées russes, tandis que ses opérateurs restaient en sécurité derrière les lignes de combat. Pendant 45 jours consécutifs, le complexe robotique terrestre de la 3e brigade d'assaut a assuré la garde au combat et a repoussé toutes les tentatives ennemies de pénétrer dans notre secteur grâce à des tirs de mitrailleuses. Les opérateurs de l'unité de frappe du NC-13 contrôlaient le robot DevDroid TW-12,7 depuis un abri sécurisé. Au cours de la mission, l'ennemi n'a pas réussi à s'infiltrer ni à prendre notre position, et les combattants ont tenu les lignes sans aucune perte humaine. Le robot en question a été créé par l'entreprise de défense ukrainienne DevDroid, qui est aujourd'hui l'un des principaux noms de la robotique militaire ukrainienne, affichant une portée opérationnelle allant jusqu'à 24 km et des commandes radio avancées, combinées à des systèmes de navigation automatisés alimentés par l'IA. Le droid TW-12,7 est l'une des plus grandes réussites de l'entreprise et un véritable joyau de l'armée de robots. Plus récemment, en janvier 2026, un autre droïde, le robot 12,7,
a été filmé en train d'engager et d'éliminer des fantassins russes à l'aide de sa mitrailleuse M2 Browning embarquée. On pense qu'il s'agit du tout premier cas enregistré d'un robot s'engageant directement dans un combat contre des troupes ennemies. Et comme le montre la vidéo, ce n'était pas vraiment un combat équitable. Non découragé par les tirs d'armes légères ennemies, le robot a simplement pu suivre, verrouiller et ouvrir le feu sur les combattants russes, les éliminant un par un. Plus tard ce même mois, le robot ukrainien et DevDroid ont connu l'un de leurs plus grands succès, lorsqu'un robot terrestre de reconnaissance et de frappe a réussi à capturer 3 soldats russes lors d'une opération de combat. L'incident se serait produit dans la direction de Lyman, dans la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine. Là-bas, sous le commandement de la 3e brigade d'assaut séparée, un DevDroid droid, TW7,62, équipé d'une mitrailleuse KT7,62 PKT, a efficacement forcé les 3 Russes à agiter le drapeau blanc. Une vidéo de l'incident a été partagée en ligne, montrant les soldats sortant de leur cachette parmi des décombres fumants, levant les bras en signe de reddition, avant de se désarmer et de s'allonger au sol. DevDroid a aussi rédigé un rapport détaillant précisément le déroulement de l'incident. Le droïde NRC de reconnaissance et de frappe, TW7,62, basé sur la plateforme Numo, a capturé 3 militaires russes. Aucun risque pour nos combattants. Mission accomplie à distance. Le fonds d'échange a été réapprovisionné. À quoi ressemble la guerre moderne? Le travail se fait en première ligne, la population est en sécurité. Le droïde TW7,62 est un RC de reconnaissance et de frappe, équipé de la mitrailleuse KT7,62, PKT. Grâce au calculateur balistique intégré, le système offre une grande précision et une efficacité de tir élevée lors des frappes sur des cibles ennemies. Le droïde TW7,62 est équipé d'éléments d'intelligence artificielle pour la détection autonome, la capture et le suivi des cibles. Des incidents comme celui-ci deviennent de plus en plus fréquents. Et avec l'engagement de l'Ukraine à élargir son armée de drones avec des dizaines de milliers d'unités supplémentaires, dans les mois à venir, nous verrons inévitablement de plus en plus de robots blindés défendre les lignes de front, mener des assauts, capturer des soldats et tenir les Russes à distance. En conséquence, la machine de guerre du Kremlin, qui peine déjà à réaliser des avancées notables ou des gains sur les lignes de front, continuera à rencontrer des difficultés, alors qu'elle se retrouve face à des adversaires qui ne saignent pas, ne fléchissent pas et ne reculent pas, même sous un feu nourri. De plus, les robots de l'Ukraine vont désormais devenir plus puissants et redoutables. Des plans prévoient déjà d'équiper les nouveaux modèles d'armes plus puissantes et destructrices. DevDroid, par exemple, travaille activement sur un nouveau système de combat robotisé terrestre équipé d'un canon de 30 mm. Capable d'opérer efficacement à des distances allant jusqu'à 3 miles, soit 5 km, ce nouveau modèle bénéficiera de capacités bien supérieures à celles de ses prédécesseurs. Il sera doté d'un châssis plus grand et plus lourd, capable de supporter le recul d'un canon aussi puissant, et pourra être utilisé pour fournir un appui-feu direct lors de manœuvres offensives ou pour protéger les formations d'infanterie dans des environnements à haut risque. Et ce n'est qu'un exemple. De nombreuses autres entreprises de robotique ukrainienne travaillent également jour et nuit pour développer des robots plus puissants, plus robustes et de plus en plus avancés, prêts à mener une large gamme d'opérations offensives et défensives sur le champ de bataille, à sauver des vies, à éliminer des ennemis et à jouer un rôle plus important et plus large dans la guerre. En gagnant en puissance et en sophistication, les robots ukrainiens deviennent une référence que d'autres forces militaires mondiales cherchent à imiter. Et les marques robotiques du pays pourraient connaître un immense succès, attirer des investissements et susciter un vif intérêt, une fois la guerre terminée. Alors que diverses armées chercheront à acheter et à utiliser certains de ces robots elles-mêmes. En attendant, à mesure que de plus en plus de ces robots sont déployés sur les lignes de front dans des endroits comme Donetsk et Luhansk, l'armée ukrainienne ne fera que se renforcer, et ses chances de succès ne feront qu'augmenter. L'Ukraine n'essaie plus d'égaler la Russie soldat pour soldat. À la place, le pays construit quelque chose qui ressemble à de la science-fiction. Une armée de robots. Nous parlons de véhicules terrestres sans pilote rampant dans les tranchées, livrant du ravitaillement sous le feu, évacuant des soldats blessés, et même fonçant directement sur les positions russes chargées d'explosifs, tout en gardant les soldats ukrainiens aussi loin que possible de la zone de danger. Et le plus fou, c'est qu'une grande partie de cette technologie
et développés dans des ateliers de garage, des entrepôts datant de l'époque soviétique et des installations de fortune à seulement quelques kilomètres des zones de combat actives. Alors, voyons comment l'Ukraine est passée d'une capacité robotique quasi inexistante à la pointe de l'innovation dans la guerre terrestre en moins de 3 ans. Et pourquoi toutes les grandes puissances militaires s'empressent désormais de comprendre l'impact sur l'avenir de la guerre. Au début de la guerre, les capacités de drones de l'Ukraine se limitaient à une vingtaine de drones turcs Bayraktar et à quelques unités de volontaires pilotant des quadricoptères grand public. Il n'y avait pas de robots terrestres, pas de systèmes autonomes, rien du tout. En décembre 2024, les forces ukrainiennes ont mené la première attaque entièrement robotisée documentée au monde contre des positions russes. Aucun soldat humain n'a participé à l'attaque proprement dite. Seulement des drones dans le ciel et des véhicules sans pilote au sol, travaillant ensemble pour neutraliser les positions ennemies. En juillet 2025, la 3e brigade d'assaut de l'Ukraine est allée encore plus loin. Ils ont mené une opération uniquement avec des drones et robots terrestres, forçant les troupes russes à se rendre. Aucune perte ukrainienne. Ceci illustre comment les guerres pourraient se dérouler à l'avenir. Mais ces opérations médiatisées ne racontent pas comment l'Ukraine en est arrivée là. Pour voir cela, il faut visiter des endroits comme l'atelier dirigé par Oleksandr, un commandant de peloton du bataillon Antares, qui opère depuis un ancien entrepôt soviétique dans l'oblast de Donetsk. L'histoire d'Oleksandr est un microcosme de la révolution des robots terrestres en Ukraine. Il a construit toute son unité grâce à des relations personnelles, des collectes de fonds, des tombolas et des dons provenant de réseaux civils. Son peloton ne garde que quelques robots pour lui-même. Le reste est envoyé à d'autres brigades qui en ont plus besoin. Le travail ne s'arrête jamais. Lorsque les fabricants livrent de nouveaux véhicules terrestres sans pilote à des unités comme celle d'Oleksandr, ils arrivent avec un défaut fatal, des systèmes de communication analogiques par défaut, que le brouillage russe déchire comme du papier de soie. Alors, l'équipe d'Oleksandr les démonte complètement, soude de nouveaux châssis, refait tout le câblage et installe des terminaux Starlink, des réseaux LTE ou des liaisons numériques cryptées avant qu'ils ne soient prêts pour le combat. La conversion d'un seul UGV, ou véhicule terrestre sans pilote, coûte entre 750 et 1000 euros sans compter le matériel Starlink et l'abonnement. Ensuite, il y a l'entretien constant. Ces machines sont mises à rude épreuve sur le terrain et ont besoin d'entretien après chaque mission. Mais voilà le truc, ça en vaut la peine. Parce qu'une fois améliorés, ces robots peuvent accomplir des choses qui sauvent des vies ukrainiennes chaque jour. Parlons du calendrier, parce que l'évolution des systèmes sans pilote ukrainiens s'est faite à une vitesse fulgurante. Début 2022, la capacité robotique de l'Ukraine était pratiquement nulle. À la mi-2022, des unités de volontaires transformèrent des drones grand public DJI en bombardiers de fortune. Lents, vulnérables, mais assez efficaces pour détruire des chars valant des millions. Puis est venue la révolution des drones FPV en 2023. L'Ukraine a produit près de 600 000 drones à pilotage en immersion cette année-là. Des descendants de drones de course capables de se faufiler entre les arbres et de percuter des cibles avec une précision chirurgicale. En 2024, ce chiffre est passé à 1,5 million de drones FPV. En 2025, l'Ukraine est en passe de produire à elle seule 4,5 millions de drones FPV. C'est plus de 12 000 chaque jour. Alors que les drones aériens faisaient la une, quelque chose de plus discret survenait au sol. Des expériences à petite échelle avec des véhicules terrestres sans pilote avaient lieu dans plusieurs brigades. Certaines unités testaient des plateformes à roues, d'autres essayaient des modèles à chenilles. Chacun découvrait ce qui marchait ou non, par essais et erreurs, sur les champs de bataille. À la fin de 2023, des robots terrestres ont commencé à apparaître dans les images de combat. De petites machines livraient des fournitures aux avant-postes, tandis que d'autres, un peu plus grandes, évacuaient les blessés des tranchées sous le feu. Décembre 2024 a marqué le tournant avec cette première attaque entièrement menée par des robots. Puis l'Ukraine a annoncé son intention de déployer au moins 15 000 robots terrestres d'ici la fin de 2025. Il ne s'agissait pas de prototypes, mais de robots de combat pleinement opérationnels, intégrés aux opérations au niveau de la brigade. Et en 2025, les soldats ukrainiens trouvaient constamment de nouvelles utilisations pour ces systèmes, plus rapidement que quiconque ne pouvait les répertorier.
Le rapport Méduse de mars 2025 montrait des soldats de la 5e brigade d'assaut avec des robots de combat ressemblant à de petits quads, capables de manœuvrer à travers les décombres et d'attaquer les positions russes sous la direction de drones aériens. La percée de août 2025 est survenue lorsque la 28e brigade mécanisée d'Ukraine a dévoilé ce qu'elle affirme être la première défense aérienne de la guerre. Un drone terrestre, un robot équipé d'un système IGLA portatif pour abattre des aéronefs tout en gardant les équipages à l'abri. Soudainement, ce n'étaient plus seulement des plateformes logistiques, elles devenaient des armes. Maintenant, analysons précisément ce que ces robots terrestres peuvent faire, car la variété de leurs applications est vraiment impressionnante. Selon Alexandre Yabchenka, chef des systèmes robotiques du bataillon Da Vinci Wolves en Ukraine, il existe au moins 8 utilisations principales. Et il a déclaré à Business Insider que l'une d'entre elles est la plus prometteuse pour les forces ukrainiennes. Utiliser les robots comme des bombes. La logique est simple. Les robots terrestres transportent bien plus d'explosifs que les plus gros drones aériens, qui plafonnent à environ 10 kg de charge utile. Les plus petits robots terrestres utilisés par Yabchenka transportent plus de 22 kg et les plus grands bien davantage. Ils peuvent aussi s'approcher bien plus près avant de détonner. Des vidéos du champ de bataille montraient ces robots foncer dans les tranchées et abris russes, voire en sous-sol, avant d'exploser. Yabchenka a décrit une mission où son unité a envoyé un robot transportant 30 kg d'explosifs dans un sous-sol russe. Il a explosé à l'intérieur même de la structure, tuant des fantassins russes. Les humains ne peuvent atteindre cette précision en toute sécurité, et les drones aériens n'y parviennent qu'après de nombreux essais et pertes. Mais les missions kamikazes ne sont qu'une seule application. Parlons logistique, car c'est là que les robots terrestres ont le plus grand impact au quotidien. La zone de destruction en Ukraine s'étend désormais à plus de 16 km de la ligne de front, en raison de la multiplication des drones des deux camps. Selon les estimations d'Army Technology, les drones représentent désormais jusqu'à 80% des pertes russes sur le champ de bataille. Mais l'inverse est également vrai, car la plupart, sinon toutes, des blessures ukrainiennes sont liées aux drones. Selon le colonel Kostiantin Umeniuk, chirurgien en chef des forces médicales ukrainiennes, la tâche la plus dangereuse n'est plus d'engager l'ennemi. Il s'agit simplement de déplacer des fournitures vers et depuis la première ligne. L'Ukraine a perdu tant de pick-up lors des missions logistiques que les unités manquent gravement de véhicules. C'est là que les robots terrestres interviennent. Ces machines peuvent livrer de la nourriture, des munitions et des fournitures médicales aux tranchées avancées, sans exposer les soldats. Elles agissent surtout la nuit, quand elles sont moins repérables et vulnérables aux drones FPV russes. Et la vitesse compte moins qu'on ne le pense, car même 16 km/h est considéré comme rapide lorsque le champ de bataille est infesté de drones mortels. Sur un terrain accidenté, elles risquent plus de se retourner ou de s'écraser, donc elles avancent lentement, mais sûrement. Certains robots sont équipés de mâts relais de communication ou de modules de guerre électronique. D'autres sont dotés de tourelles ou de mortiers télécommandés pour l'appui-feu. Mais la distinction essentielle est la suivante. Chaque mission de robot terrestre évite à un soldat ukrainien de conduire un camion en zone de tir. Il y a aussi l'évacuation médicale, qui représente à la fois l'application la plus salvatrice et la plus difficile sur le plan technique. Les robots terrestres à chenilles peuvent évacuer les soldats blessés des tranchées sans risquer les équipes de 8 personnes habituellement nécessaires pour ce type d'opération. Le robot s'approche de la position. Le soldat blessé est chargé à bord, puis il le ramène en sécurité. Le problème, c'est que si le robot perd la communication alors qu'il transporte un blessé, il laisse un soldat vulnérable abandonné à découvert, visible par les drones russes. Selon Yabchenka, son unité n'utilise les robots pour l'évacuation des blessés qu'en dernier recours, précisément pour cette raison. Le risque de perte de communication est trop élevé pour en faire une pratique courante. Pourtant, les soldats continuent de faire avancer la technologie, car lorsqu'elle fonctionne, elle sauve des vies dans des situations où une récupération humaine entraînerait plusieurs pertes supplémentaires. Les robots terrestres servent aussi à poser des mines, une tâche très dangereuse pour les soldats, car des drones russes survolent sans cesse la zone. Les robots peuvent transporter plus de mines que les soldats, et les déployer sans exposer les opérateurs humains au feu ennemi. A l'inverse, les robots terrestres peuvent également déminer des zones. Contrairement aux drones aériens, ils peuvent avancer devant les troupes pour vérifier si les itinéraires sont dégagés. Si un robot heurte une mine, c'est la machine qui subit des dégâts au lieu qu'un soldat ne soit tué.
C'est un calcul brutal, mais l'équation est claire. Mieux vaut un robot endommagé qu'un Ukrainien mort. La récupération des corps des soldats tombés représente une autre application sombre mais nécessaire. Récupérer les victimes nécessite généralement 8 soldats, et les expose tous au même danger, qui ont causé la première victime. Les robots sont une alternative imparfaite. Ils peuvent perdre la connexion ou heurter des mines, obligeant souvent les soldats à intervenir. La collecte de renseignements complète les usages principaux. Les caméras des robots terrestres offrent de la reconnaissance, mais moins efficacement que les drones aériens. Même des obstacles simples comme de hautes herbes peuvent limiter leur efficacité. La vue au ras du sol ne procure pas la même perception du champ de bataille qu'une observation aérienne. Mais si vous combinez des robots terrestres avec des drones aériens assurant la surveillance, vous obtenez soudain un système coordonné sans équipage qui peut fonctionner de manière semi-indépendante des soldats humains. Maintenant, parlons des soldats qui construisent et utilisent réellement ces systèmes, car leurs histoires révèlent à quel point cette révolution est vraiment issue de la base. Rendez-vous sur les positions de la 5e brigade d'assaut près de Donetsk, et vous trouverez des soldats comme agronomes et moped, tous deux utilisant des indicatifs pour la sécurité de leur famille, travaillant dans des ateliers de fortune pour modifier des robots de terrestres. Ils ont montré au journaliste de Current Time, Oleksiy Prodevoda, des images d'une bataille récente. Un drone terrestre de leur unité a manœuvré entre des véhicules blindés détruits avant d'attaquer les positions russes. L'ennemi ne comprenait pas ce qui se passait ni d'où venait le feu. Le drone a à peu près la taille d'un quad, et on ne peut l'entendre que lorsqu'il se trouve à moins de 30 mètres, soit environ 100 pieds, a expliqué Agronome. Nous progressions discrètement dans la zone grise et tirions sur leur position. Moped a présenté leurs dernières améliorations, de nouveaux châssis, des caméras déplacées pour une meilleure visibilité, l'imagerie thermique pour les opérations nocturnes, des supports de tourelles pour des mitrailleuses ou des canons de petit calibre. Ce ne sont pas des spécifications d'usine, ce sont des modifications de champs de bataille conçus par des soldats qui savent exactement ce dont ils ont besoin. Ils développent aussi des versions à chenilles, plus mobiles que celles à roues, ce qui facilite l'évacuation des soldats blessés. Les chenilles gèrent mieux les terrains accidentés et offrent plus de stabilité. Ils démontent et remontent ces robots plusieurs fois, testant chaque version dans des conditions réelles. C'est une amélioration continue, guidée par les retours du terrain, qui se fait en temps réel, à quelques kilomètres des combats, comparé avec l'approvisionnement occidental classique, où il faut parfois des années pour passer du prototype à une solution utilisable ou testée en environnement contrôlé. Et à travers toute l'Ukraine, il existe des dizaines d'ateliers similaires. Chaque unité dispose d'équipes qui modifient, améliorent et expérimentent des robots terrestres. Au total, on estime que l'Ukraine compte bien plus de 500 entreprises produisant des drones de différentes tailles et fonctions, allant d'opérations artisanales à de véritables usines, avec des chaînes d'approvisionnement. Tout cela est rendu possible grâce aux services de partage de renseignements et de surveillance Delta de l'Ukraine, qui coordonnent les besoins en drones et leur déploiement sur le terrain. Mais même si l'ingéniosité ukrainienne est impressionnante, elle ne fonctionne pas en vase clos. La Russie apprend aussi, et la course aux armements technologiques s'accélère. Après des années à être pilonnée par les drones ukrainiens, Moscou a finalement commencé à développer sa propre flotte de robots terrestres. Les médias d'État russes ont présenté un robot terrestre armé de 4 lanceurs thermobariques, assisté par fusée en août 2024. Ils arrivent tard dans la course, mais ils rattrapent rapidement leur retard. Et c'est parce que la Russie a un avantage inhérent en matière d'acquisition militaire, ainsi que de revenus pétroliers et gaziers. La Russie consacre actuellement environ 8% de son PIB à son armée, tandis que l'Ukraine en consacre environ 35%. L'économie russe reste solide malgré les sanctions, et Poutine semble pouvoir investir de l'argent jusqu'à ce que le problème s'atténue. De plus, la Russie a la Chine qui observe et qui est potentiellement prête à partager sa technologie et sa capacité de production. Cela nous conduit à l'un des grands défis des robots terrestres ukrainiens, la guerre électronique et la perturbation des communications. La technologie de brouillage russe a énormément évolué au cours de la guerre. Au début du conflit, la guerre électronique était primitive et localisée. Aujourd'hui, elle est sophistiquée et répandue. Les systèmes de brouillage s'activent et se désactivent toutes les 15 minutes, forçant les opérateurs à attendre des fenêtres d'opportunité. Les conditions sur le terrain dictent leurs propres règles, et nous devons convertir tous les drones au contrôle numérique, a expliqué Alexandre. C'est pourquoi son équipe retire les systèmes analogiques et installe des liaisons numériques, cryptées, ou des terminaux Starlink. Mais même ces solutions restent imparfaites.
Les drones à fibre optique illustrent l'ingéniosité de l'Ukraine face au brouillage. Ces plateformes déroulent derrière elles des câbles à fibre optique aussi fins qu'un cheveu, jusqu'à 20 km de long, assurant des connexions insensibles au brouillage. C'est une solution du XXe siècle à un problème du XXIe siècle. Des câbles physiques, qui ne peuvent pas être perturbés électroniquement. Les câbles sont cependant vulnérables aux coupures ou accrochages. Les soldats ont découvert des nids d'oiseaux faits de câbles à fibre optique de drones abattus, ce qui est à la fois drôle et un peu triste. La perte de connectivité reste le scénario cauchemardesque. Selon Jabchanka, lorsqu'un robot perd la communication, il ne devient qu'un tas de ferraille coûteux. Pire encore, la Russie pourrait saisir ce morceau de ferraille, le rétroconcevoir ou le démonter pour que son armée apprenne à le contrer. En solution de secours, des systèmes d'IA prometteurs permettent aux robots d'agir seuls en cas de perte de communication. Mais le développement reste une course continue. La technologie existe, mais la rendre suffisamment fiable pour des conditions de combat, c'est une toute autre histoire. Mais c'est là que cela devient intéressant. Le succès de l'Ukraine avec les robots terrestres ne change pas seulement cette guerre, il transforme aussi la vision des armées mondiales sur la guerre. Le gouvernement ukrainien a créé les forces nationales des systèmes sans pilote en février 2024, avec le colonel Vadim Soukharevski, nommé commandant en juin, désormais remplacé par le commandant Robert Brovdi. C'est une nouvelle branche de l'armée, au même rang que l'armée de terre, la marine ou l'armée de l'air. Réfléchissez-y un instant. Un pays a créé une branche militaire distincte pour les systèmes sans pilote en moins de 2 ans. La Russie a suivi le mouvement en décembre 2024, annonçant sa propre branche de systèmes sans pilote pour intégrer les technologies autonomes et robotiques dans toutes les branches de l'armée. L'OTAN a créé le Centre conjoint d'analyse, de formation et d'éducation, ou JTEC, en Pologne, spécifiquement pour étudier les innovations ukrainiennes. L'Alliance, qui a passé des décennies à perfectionner des systèmes d'armes coûteux et sophistiqués, essaie maintenant d'apprendre d'un pays qui fabrique des tueurs de chars dans des ateliers de garage. Les États-Unis ont lancé l'initiative Réplicateur, avec les 2 budgets annuels du Pentagone comprenant $1 milliard pour l'expansion de la production de drones d'attaque, tout en réduisant le financement des programmes d'hélicoptères traditionnels. Les États-Unis reproduisent littéralement l'approche de l'Ukraine, qui consiste à produire un grand nombre de systèmes autonomes à faible coût. Le général de l'armée à la retraite Mark Milley, ancien président des chefs d'état-major interarmés, a prédit que d'ici 10 à 15 ans, jusqu'à un tiers de l'armée américaine pourrait être composée de systèmes robotiques. Cette évaluation a presque certainement été influencée par l'observation des technologies déployées en Ukraine. La Chine a réorganisé l'ensemble de sa force de soutien stratégique, créant 3 branches distinctes, axées sur le type d'opération intégrée de guerre électronique par drone que l'Ukraine a perfectionné. Donc, on peut dire sans risque que l'Occident, mais aussi la Chine, observe cette guerre de très près, et tous s'adaptent à une vitesse fulgurante pour ne pas prendre de retard sur les autres. Et c'est là que ça devient vraiment inquiétant pour les armées occidentales. L'Ukraine n'a pas choisi cette voie parce qu'elle était intéressante ou expérimentale. L'Ukraine l'a choisie parce qu'elle n'avait pas d'autre option. Quand on affronte un adversaire plus grand, avec plus de effectifs et plus de ressources, on innove ou on perd. Aujourd'hui, toutes les grandes puissances militaires cherchent à intégrer ces innovations dans des forces basées sur d'autres hypothèses. Le modèle économique à lui seul est révolutionnaire. L'approvisionnement militaire traditionnel repose sur l'idée qu'il faut construire le meilleur système possible, quel qu'en soit le coût, parce que la qualité compte plus que la quantité. Un seul chasseur F-35 coûte environ 80 millions. Un système de missiles Patriot coûte des centaines de millions. Les drones FPV ukrainiens coûtent entre 400 et 500 $ chacun, ou jusqu'à quelques milliers, avec des améliorations choisies, et peuvent détruire des chars valant des millions. Les robots terrestres, pour quelques milliers de dollars, accomplissent des missions nécessitant sinon des dizaines de soldats et de coûteux véhicules. Les rapports de coûts sont tellement favorables que l'économie militaire traditionnelle ne s'applique tout simplement plus. Si le défenseur dépense des millions pour contrer des attaques coûtant quelques milliers, l'attaquant gagne par usure économique. Les robots terrestres renversent cette équation. Un robot terrestre réutilisable qui coûte 10 000 $ et peut accomplir des dizaines de missions représente une proposition de valeur totalement différente d'un missile à usage unique ou d'un véhicule opéré par un humain qui met des vies en danger. Mais revenons un instant à l'échelle humaine, parce qu'il ne s'agit pas seulement de chiffres et de systèmes, ce sont des technologies qui sauvent la vie des soldats ukrainiens.
Un soldat de la 3e brigade d'assaut, utilisant le nom de Guerre Costas ou El Greco pour protéger la sécurité de sa famille, a expliqué la réalité aux journalistes. Actuellement, leur mission principale est la logistique et les évacuations médicales. Pour lancer un assaut ou fournir un appui-feu, il faut réduire les coûts et simplifier les opérations. C'est la prochaine étape, rendre ces systèmes suffisamment bon marché et simples pour qu'ils puissent être déployés à grande échelle lors d'opérations de combat directes. Mais il y a encore un autre problème. Yamchanka des loups da Vinci a décrit l'adoption inévitable par la Russie des innovations ukrainiennes. La question n'est pas de savoir si, mais quand la Russie agira. Qui sera le plus rapide ? Nous devons accélérer la mise à l'échelle plus vite que les Russes. Il a appelé l'industrie européenne à collaborer avec les troupes et les fabricants ukrainiens pour innover vite. Il ne s'agit pas seulement de gagner les batailles actuelles, mais de garder l'avantage technologique permettant à l'Ukraine de survivre face à un adversaire plus grand. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de la révolution des robots terrestres en Ukraine. En luttant pour la survie de votre pays, l'innovation devient indispensable. Vous faites plus avec moins, et adaptez la technologie grand public en système militaire. Vous fabriquez des armes dans des garages car attendre l'approvisionnement traditionnel, c'est perdre. L'objectif de l'Ukraine de déployer 15 000 robots terrestres d'ici la fin 2025 peut sembler utopique, mais il est en réalité modeste comparé à ce qu'ils ont accompli avec les drones aériens. Ils sont passés d'une production de drones quasiment nulle à 4,5 millions de drones FPV par an, en 3 ans. En appliquant cette courbe de croissance aux robots téléterrestres, des dizaines de milliers de véhicules terrestres sans pilote pourraient opérer sur les lignes de front ukrainiennes dans quelques années. L'Ukraine considère évidemment ces véhicules terrestres sans pilote comme une pierre angulaire d'une future armée robotique, qui pourrait aider à compenser le manque d'effectifs du pays et à tenir davantage de soldats à l'écart du danger. Cela s'inscrit dans une stratégie plus vaste pour créer un bouclier technologique renforçant la défense de l'Ukraine et permettant à Kiev de rester dans le combat aussi longtemps que nécessaire. Ce travail se déroule dans des ateliers comme celui d'Alexandre, dans des installations gérées par des organisations comme Dignitas, Ukraine. Sur le terrain, avec des soldats comme Agronorm et Moped, il ne s'agit pas de gagner des batailles, mais de changer fondamentalement la nature même de la guerre. Et que le reste du monde soit prêt ou non, ce changement est en train de se produire en ce moment même, en temps réel, sur les champs de bataille d'Ukraine. La Russie avait l'avantage du nombre au début de cette guerre, mais l'Ukraine a trouvé quelque chose de plus précieux, l'ingéniosité de construire une nouvelle forme d'armée capable de multiplier ses capacités tout en préservant la vie de ses soldats. The situation in Kupiansk is dire for Russia's forces. Fewer than 100 of its soldiers remain in the city mere weeks after Vladimir Putin's grand proclamation of Kupiansk's capture. Ukraine has destroyed all of the occupiers and now reportedly has just 100 or so left to take out to fully liberate the city. As for Russia, it can't do anything but send more of its soldiers to their deaths. In a nightmare scenario for Putin, Ukraine has deployed a robot army to create a kill zone near Kupiansk. Russia kicked off January 20th with several desperate attempts to regain some sort of foothold in or around Kupiansk, as it tries to reverse the damage that Ukraine has done to its forces since December. To the north of Kupiansk, Russia launched assaults against the settlement of Holubivka. East of Kupiansk, there were attacks toward Petropavlivka, Podoli, and Kucherivka. Russia also attempted to advance toward the city from the southeast, where its forces had tried to gain footholds in the settlements of Pishane, Stepova, Novoselivka, and Kurilivka. Encirclement of Kupiansk is clearly Russia's goal. However, the Institute for the Study of War, or ISW, delivers a flat verdict on what Putin had hoped would be a busy and successful January 20th. Though Russia's forces continued offensive operations, they did not advance. The obvious question is why, and the answer is that Ukraine has created kill zones around Kupiansk that are so massive that Russia's soldiers can't get through the seemingly never-ending seas of drones they need to get past if they're to launch anything resembling effective assaults in the first place. Those drones form the Kupiansk kill zone. And as you'll discover soon, they may just provide the answer to Ukraine's need to sustain its defense with as few losses as possible. In a January 21st report, the New Voice of Ukraine gives a little insight into the kill zone that Ukraine has built around Kupiansk. It's effectively a wall of first-person view or FPV drones that stretches up to 25 kilometers, or around 15 miles, from the Kupiansk combat lines. Those drones are constantly on the prowl,
With the aid of reconnaissance drones, Ukraine's FPV drones are on seek and destroy missions that are massively restricting Russian infantry movement and often destroying the few vehicles that Russia sends in the Kupiansk direction long before they reach the types of places where Russia could actually use them in its assaults. Right now, the outlet says, Russia's movement and maneuvering have been restricted to within a single kilometer, which is bad news for Putin. Restricted forces become easy targets. Whether they're in the kill zones or not, Russia's wannabe Kupiansk occupiers are in massive danger. At least those who remain are still in danger. Most are already dead. In its own report on the Kupiansk kill zone, Militarny says that it's the Ukrainian unit dubbed Orion that has set up the near-impenetrable robot army with which Russia now has to tangle daily. That robot army is lethal. Militarny says that the kill zones are responsible for destroying up to 88% of the Russian occupiers before they even reach their intended positions. The outlet also reports on the types of drones that Ukraine is using in the Kupiansk kill zone. Leleka reconnaissance drones are constantly in the air, searching for any sign of Russian movement. FPV drones and Mavic drones are primed and waiting, loitering around until a target is located. There are even ground robots in operation, though it's unclear whether they're serving logistical purposes or if they're conducting attacks on Russian positions. It may well be the latter. A little under 2 weeks ago, this very channel reported on Ukraine's innovative use of a ground robot that traveled over 20 kilometers, or about 12.4 miles of terrain, to deliver an explosive payload of 12 anti-tank mines to a Russian position. You can find out more about the devastating effects of that operation in our video, and then imagine what a robot like that could do to any entrenched Russian soldiers who are attempting to plan an assault near Kupiansk. It wouldn't be pretty. And it will be one more thing for Russia's Kupiansk invaders to worry about, as aerial drones constantly buzz overhead. A story told by Militarny offers the perfect example of what awaits any Russian forces who attempt to navigate the Kupiansk kill zone. The outlet tells the tale of a captured Russian soldier who goes by the call sign Begunok. His job was to guide groups of soldiers through Ukraine's kill zone so they could launch their assaults. You have to wonder which commander Begunok angered to earn this suicidal task, and yet Begunok has survived his trips, all 3 of them. As for the soldiers that he attempted to guide, all were destroyed to the last man, leaving Begunok the last soldier standing on all 3 of his attempts. Finally, Begunok waved the white flag and surrendered to one of Ukraine's drones. And why wouldn't he? As Militarny says, Ukraine's use of such a wide variety of drones near Kupiansk means that most Russians who try to infiltrate are located. This allows space surveillance without the constant presence of people, Militarny says of the Kupiansk kill zone, before adding, in a typical scenario, up to 5 FPV drones and sometimes even up to 12 operate on one target. One drone would be bad enough. A dozen, all of which fly faster than a soldier can run while carrying explosive payloads, add up to a death sentence. They also add up to a solution to a problem that Ukraine experienced in the Kupiansk sector several months before the kill zone was developed. And an officer of the Orion unit named Vladislav Zolotarov explained all to Militarny. We understood that the problem was not the number of people or equipment. We had to take away the enemy's very ability to move and gain a foothold, Zolotarov says. And it's really that simple. An enemy who can't gain a foothold also can't push forward, and if they can't push forward, all they can do is hopelessly wander as Ukraine's drones search. What Ukraine has here is a dedicated drone wall that demolishes Russia's forces. And as we said earlier, these walls may well be the answer to Ukraine's challenge of dealing as much damage to Russia as possible while keeping its soldiers out of harm's way. According to ISW's assessment, Ukraine now has an opportunity to deny Russian advances and even enable counterattacks of its own, by replicating the robot army strategy that it's used in Kupiansk across the entire front line. This would be a game changer, though it would also mean that Ukraine needs enough drones, along with operators to pilot them, to work across a front line that now stretches about 1,250 kilometers, or roughly 800 miles. That's a lot of drones, but Ukraine may just have enough to make it happen, especially if it focuses mostly on the sectors where Russia's attacks are at their most intense. The ISW adds that replication could be complemented by an increase in kill zone depth. Ukraine could significantly degrade the effectiveness of Russian infiltration tactics if Ukrainian forces deny Russian forces from operating vehicles within 50 kilometers of the front line, thereby forcing the Russian infantry to infiltrate greater and untenable distances on foot, the think tank suggests. A big ask, perhaps. But there is some evidence that Ukraine has gotten ahead of the ISW assessment and has started to implement its kill zones in locations other than Kupiansk. Euromaidan Press highlighted this in a December 24th report, where it said that these zones now cover not only the Kupiansk sector, but also the embattled regions of Pokrovsk and Dobropilya.
Across all of these regions, Ukraine is combining the intense drone activity that we've already covered with air and artillery strikes that buffet Russia's soldiers and equipment on both sides of the front lines. Extension is already happening, as the spokesman of Ukraine's National Guard, Ruslan Mozychuk, explains. A kill zone is not just an area between our and Russian positions. It can extend beyond the defensive line, and it must be calculated in both directions. This deepening is happening, in part, because Russia is also creating drone-filled kill zones to prevent Ukraine's counterattacks. However, logically speaking, these types of zones are more important to Ukraine than they are to Russia. Yes, Russia wants to prevent Ukraine from reclaiming territory that Russian troops have occupied, but ultimately, Russia is the attacking force in the conflict, and it's Putin, not Zelensky, who is ordering his soldiers to charge mindlessly toward Ukraine's defenses and straight into the kill zones. With their robot armies, Ukraine's soldiers can operate in small units behind their kill zones, because they know that the few Russian troops that make it through will be easier to counter. They've only just managed to survive a gauntlet of drones by the skin of their collective teeth, only to enter territory where Ukraine's soldiers are actively looking for them. For Ukraine, Russia's kill zones are also dangerous, but Ukraine is also more deliberate than Russia with its assaults, and it tends to only launch them when it knows that it has a high chance of success. For instance, the arrival of mid-range drones into Ukraine will soon be very important for dealing with Russia's kill zones. The likes of Ukraine's Bulava and Ram-2X drones can travel distances of up to 100 kilometers or 62.1 miles. If a Russian drone operator's headquarters is identified, those types of drones can shut these types of combat zones down, clearing the way for Ukraine's troops to launch their counterattacks. Still, it's defense where Ukraine's drone walls are important. And its priority now, especially if it intends to continue the expansion that the ISW says could prove so important, is to ensure that it has as many drones as possible. Again, Ukraine seems to be ahead of the curve here. In terms of pure numbers, Ukraine has poured billions of dollars into making and acquiring short-range drones that it can use to fill its kill zones. Kyiv Independent reported that Ukraine was on track to receive around 3 million drones by the end of 2025. That's according to former Ukrainian Defense Minister Denis Shmyhal. He pointed out that this attainment of 3 million drones represented almost 2.5 times more drones than Ukraine built or purchased by the end of 2024. Ukraine has built and bought millions of drones for a reason, and the kill zones might just be that reason. However, Ukraine could always use more, and on January 21st, the Straits Times reported that more is exactly what it's going to get. According to the country's new defense minister, Mikhailo Fedorov, Ukraine intends to rely heavily on its drones as a tool of asymmetric warfare that it will use as part of an attritional strategy designed to force Russia to bring an end to the war. Keep watching and you'll discover the shocking main goal of this strategy. As for drones, Fedorov adds that he will institute a push to replace Ukraine's Chinese-made Mavic drones with domestically produced models. This is a smart move. The less Ukraine has to rely on imported weapons, especially those that come from a nation that is also supplying Russia, the more sustainable its defense efforts become. Ukraine is already working on a local version of the Mavic that has the same camera and a longer flight range, and testing of that new drone may begin as soon as this month. Ukraine is working fast and at scale, and if Fedorov's new tech-focused approach to the country's defense is executed as well as it needs to be, the Kupiansk kill zone may soon be replicated across the entire country. We've talked a lot about kill zones and what they are in terms of being no man's lands that are filled with drones. But beyond this basic understanding, it's worth understanding the major issues that Ukraine's robot army creates for Russia as it tries to sustain the brutal assaults it needs to complete in order for Putin to grab more territory. What kill zones do, perhaps better than any other strategy that Ukraine has, is turn massive swathes of territory into traps for Russia's forces. Though drones are the headline weapons used in these kill zones, they actually involve a lot more than the aerial nemesis that has caused so much damage to Putin's ambition to rule Ukraine. United 24 Media demonstrated that in a piece where it took us inside a Ukrainian kill zone. Layered defense using the terrain to the advantage of Ukraine is the key. Let's step into the shoes of a Russian soldier for a moment. Deployed into a kill zone, you already know that drones fly overhead. You can hear the faint buzzing at times, but those drones hide among the trees and are often just out of sight. For all you know, a reconnaissance drone may already have you in its sights, and Ukraine's operators are preparing an FPV drone ambush somewhere deeper into the territory you've been tasked with taking. Filled with fear, you push on. But that's far from easy. You likely don't have any armor, such as a tank or armored vehicle. That armor would almost be pointless as Ukraine packs its kill zones with mines, dragon's teeth, and anti-tank ditches to slow these types of vehicles down. As you inch forward, you may even see some of the burnt-out husks of vehicles that have attempted to cross the kill zone before. But you don't have time to worry about that. There are also massive stretches of barbed wire placed to slow down soldiers who are on foot.
Hidden in the ground are networks of thin barbed wire named Plutanka that are barely visible but are more than enough to shred through your feet and ankles if you step onto them. You've also heard about the tunnels built into these kill zones from which Ukraine's soldiers can watch or ambush you as you attempt to push on. This array of fortifications is navigable. As long as you're careful, you can work your way around them and find some clear passages in the kill zones. But what you don't realize is that these are all passages that Ukraine intends you to find. Forced into narrow routes, you find yourself surrounded by mines and barbed wire. There's no turning back now. And that's when you hear the telltale buzz. An FPV drone is bearing down, revealing that Ukraine has had its eyes on you all along. Maybe you get lucky and somehow avoid or shoot down the drone, but that doesn't matter. More will come. You may even be dealing with several at the same time. There can only be one winner, and it won't be you. This is what a kill zone is, and it's clear that drones are just a piece of a larger puzzle from United 24 Media's report. Zoom back to Kupiansk, and you now understand why the hellscapes that Ukraine has created around that city are destroying up to 88% of Russia's forces before they ever have a chance to launch their assaults. As Politico puts it, the result is a grey area of chaos stretching some 20 kilometers from the front, where drones hunt for soldiers, the wounded are left to die because it's so difficult to evacuate them, and supplies of ammunition, food and water are almost impossible to move up to the fighting troops. Russia is attempting to adapt to the kill zones. In a January 16th article, Forbes writer Vikram Mittal noted that one of the biggest benefits of Ukraine's kill zones is the disruption that they cause to Russia's operations. Stalemates result from Russia's soldiers attempting to push forward, only to be destroyed. Russia has increased its use of ground robots to counter the kill zones, though they're currently limited to ferrying supplies and occasionally placing satchel charges on Ukrainian positions, if they can reach them. Russia is also sending increasingly smaller units, with as few as 5 soldiers, in an attempt to bypass the kill zones. This isn't the best strategy. Even if one of these tiny units makes it through to a city like Kupiansk, all it can do after is entrench itself and hope that reinforcements come before Ukraine finds them. Do you remember how we said that there were only around 100 soldiers left in Kupiansk at the beginning of the video? This type of strategy is how Russia has ended up at that point. But above all else, the goal of Ukraine's kill zones is attrition in manpower, equipment, and money. The Atlantic Council highlighted this in a January 15th article where it said that Ukraine has invested so heavily into upgrading defenses across the entire front line that it will use to continue the stalemate while it destroys Russia's soldiers in the kill zones. Strengthening Ukraine's fortifications and addressing manpower shortages will be among the top priorities for incoming Ukrainian Defense Minister Mikhailo Fedorov, who took up his post this week. Fedorov made his name in government as Minister of Digital Transformation, the outlet says. It's right, and Fedorov has set a pretty bold target for Ukraine's defenders to reach as he focuses on restructuring Ukraine's defense ministry. After explaining that his first objective is to reform the ministry he now leads to ensure that it can manage itself and Ukraine's military effectively, Fedorov set his goal for Ukraine's drone operators in 2026. The second strategic objective is to kill 50,000 Russians per month. Last month, 35,000 were killed. All these losses were verified on video. If we reach 50,000, we'll see what happens to the enemy. They view people as a resource, and shortages are already evident, Ukraine's new defense minister revealed. The kill zones are already contributing massively to the Russian casualty rate. The type of expansion that the ISW recommends is paired with a Ukrainian defense ministry that further emphasizes the use of drones. Anything is possible for Ukraine. After all, Ukraine now controls 90% of Kupiansk and is achieving a 27-to-1 casualty rate against Russia. That city may show Putin what awaits his forces in the future as the kill zones expand. Fedorov's 50,000 monthly goal is lofty, but it's far from unachievable. Ukraine has the drones and the technological know-how to make it happen, as you'll discover if you check out our video covering Fedorov's proposed reforms to Ukraine's defense ministry. And if you enjoyed this video, remember to subscribe to The Military Show for more videos examining Ukraine's ever-evolving tactics in its war against Russia. And thank you as always for watching.